La croissance n'est pas un hasard, c'est une intention. Une entreprise accompagnée, elle double très rapidement son chiffre d'affaires. On ne va pas parler durant cette matinée de grandes entreprises, mais plutôt celles qu'on ne voit pas, qui sont encore sous les radars. L'investisseur peut avoir jusqu'à 30% de son investissement qui est supporté financièrement par l'État. Faire de cette édition un laboratoire d'idées et un accélérateur de décision. Messieurs, chers invités, honorable assistance, c'est un véritable plaisir pour moi d'ouvrir cette rencontre dédiée au classement des 200, les champions de la croissance, organisée par l'Économiste et Inforisque. Le club des 200 constitue un rendez-vous national, je dirais, dédié à la valorisation des entreprises marocaines les plus performantes en croissance. Cet événement s'appuie sur un classement objectif réalisé par le data provider Inforisque et propose des débats stratégiques de haut niveau, un village d'exposition ainsi qu'une grande soirée de distinction célébrant l'excellence entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous réunissons des acteurs institutionnels, financiers et stratégiques qui jouent un rôle clé dans l'accompagnement des PME, TPE, TPME et ETI, afin de créer un environnement plus favorable à l'émergence de véritables champions nationaux. Notre ambition collective est claire, renforcer le tissu entrepreneurial, faciliter l'accès aux opportunités, améliorer la résilience des entreprises et soutenir celles qui portent le potentiel de devenir les leaders de demain. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je donne la parole à Meriem Oudreli, rédactrice en chef de l'Économiste. Mesdames et messieurs, chers invités, bienvenue à cette première édition des Champions de la croissance organisée par l'Économiste et Inforisque. C'est un moment particulier, celui de la valorisation des entreprises qui ont choisi de construire, d'investir et de se transformer même dans la période la plus incertaine de notre histoire économique récente. La croissance n'est pas un hasard, c'est une intention. Elle se crée, elle se pilote et elle se mérite. Toutes ces championnes nous rappellent que la force du Maroc ne se mesure pas seulement dans ses grands groupes établis, mais également et de plus en plus dans une nouvelle génération d'entreprises ambitieuses, disciplinées et structurées. Des entreprises qui pensent long terme, qui investissent avec prudence et misent sur la solidité. Leur succès témoigne d'un modèle économique innovant et montre que la croissance peut être synonyme d'investissement intelligent et d'audace mesurée. Mesdames et messieurs, notre événement aujourd'hui ne sera pas une simple présentation de résultats, mais un lieu d'échange, de retour d'expérience et de réflexion stratégique. Évidemment, notre objectif est clair aussi, c'est faire de cette édition un laboratoire d'idées et un accélérateur de décision pour que d'autres entreprises rejoignent cette dynamique dans les années à venir. Et pour finir, je souhaiterais aussi saluer et vous dire qu'il ne faut pas oublier que derrière chaque structure, il y a des femmes et des hommes, une équipe, une communauté passionnée qui chaque jour font le pari de la croissance avec discipline et ambition et que nous célébrons aujourd'hui. Je vous remercie. Une femme, et on va appeler tout de suite un homme, justement, derrière cette étude. Et on va appeler tout de suite M. Khalid Ayouch, PDG d'Inforisque. À vous la parole. Merci à tous d'être présents, chers auditoires, chers amis. Je vous souhaite au nom d'Inforisque, bien évidemment, la bienvenue à la première édition des Champions de la croissance, qui est un événement qui est organisé conjointement avec le groupe Ecomédia l'Économiste que je remercie. Je tiens particulièrement à remercier le groupe pour nous avoir fait confiance dans le cadre de ce classement, et avec qui nous avons co-organisé cet événement que nous espérons bien évidemment reproduire les années futures, qui donnera lieu à de nombreuses autres éditions. Alors, je crois que c'est important de faire un petit focus sur le segment que nous avons voulu
en tout cas adressé, qui est le segment des PME et des ETI, tout simplement parce que nous avons souhaité envoyer un signal positif fort sur l'entrepreneuriat qui réussit, sur l'entreprise marocaine performante qui gravit des échelons et qui peut demain passer de la TPE à la PME, l'ETI et à la grande entreprise, et ce à une vitesse assez impressionnante. Nous avons bien évidemment au Maroc de grandes entreprises, nous avons des locomotives, des poumons de notre développement économique, mais nous avons également besoin de plus d'entreprises de taille intermédiaire, véritables enjeux pour l'emploi, l'investissement, l'innovation et la créativité. Alors, pendant cette matinée et ce soir, nous allons célébrer ces 200 entreprises de ce Maroc qui gagne, de ce Maroc qui voit en tout cas dans l'avenir un développement prometteur. Nous allons également interroger des experts, des dirigeants d'entreprises publiques, privées, de l'écosystème entrepreneurial marocain et avoir leurs visions respectives. Nous leur demanderons comment favoriser la poursuite de cette croissance de ces entreprises pour leur permettre de devenir, dans les 10 prochaines années, des nouvelles grandes entreprises. Et je crois que c'est très important dans une économie dynamique que régulièrement il y ait des changements de champions nationaux. On le voit dans des économies comme des économies américaines ou des entreprises il y a encore 20 ans qui n'existaient pas et qui font partie aujourd'hui, notamment dans le secteur des technologies, de leaders mondiaux. Quel cadre mettre en place pour atteindre cet objectif? Comment aider plus d'entreprises à dupliquer des modèles entrepreneuriaux qui marchent? Je pense que, en tout cas, les PME peuvent beaucoup plus se projeter sur des entreprises qui gagnent, qui croient, plutôt que sur des grandes entreprises, et ça peut donner effectivement des modèles de développement et des modèles d'exemplarité pour les autres. Bref, beaucoup de questions, et nous espérons que vous ressortirez de cette matinée avec plus de réponses et de perspectives. Je vous remercie et très bonne journée. Merci beaucoup, merci à vous. Et tout de suite, on aura quelques réponses quand même avec M. Amin Douiri, directeur produits, stratégie et communication chez Inforisque. Allez-y. Merci beaucoup. Merci Rizlan. Alors déjà, c'est Douiri. Et en tout cas, cher auditoire, j'ai le grand plaisir d'ouvrir cette session, cette première session des champions de la croissance. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer les entreprises marocaines qui réussissent. Et pas n'importe lesquelles. On ne va pas parler durant cette matinée de grandes entreprises, mais plutôt celles qu'on ne voit pas, qui sont encore sous les radars. Le chaînon manquant qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise de taille intermédiaire. On verra par la suite, on en parlera plus dans le détail. Très intéressante comme catégorie d'entreprise à analyser, mais qui n'existe pas au Maroc. C'est pour ça qu'effectivement, on parle de chaînon manquant. Ou PME Premium, ETI, PME Premium, peu importe le nom qu'on lui donne, son poids, sa place en tout cas, est centrale et stratégique. Et on va voir justement à l'international qu'est-ce qui a été mis en place par rapport à cette catégorie d'entreprise. Donc, après, la question qui légitimement peut se poser, c'est quel est le lien entre ce classement des 200 et les ETI ? Très simplement, en réalité, la majorité des entreprises de ce classement peuvent être considérées comme des ETI avec les définitions que je vous donnerai par la suite, c'est-à-dire des entreprises qui se situent entre 175 millions et 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Et une grosse partie de ces entreprises, qui étaient encore des toutes petites entreprises il y a à peine 5 ans, sont en à peine quelques années devenues des ETI. Donc, on va aborder tous ces points-là, on va rentrer dans le détail de ce classement qui, initialement, quand on a commencé à réfléchir à ce classement, aurait très bien pu s'appeler ETI, les champions de la croissance, ou bien encore Next Gen, les champions de demain, puisque finalement, on prépare la future génération d'entrepreneurs qui prendra le lead par rapport à nos grandes entreprises d'aujourd'hui. Et vu la vitesse à laquelle ces entreprises vont, probablement que quand on fera le point dans 10 ans sur ces entreprises, je pense que certaines, beaucoup même, auront atteint des seuils critiques très intéressants à analyser. Mais rentrons dans le détail de ce classement. Alors, une question qui se pose, c'est la méthodologie. Comment avons-nous établi ce classement? Très simplement, ça va se faire en quelques mots. On a analysé notre base de données, 950 000 sociétés. On a pris toutes les entreprises existantes au 31/12/2019 et qui avaient déposé des bilans
en 2019, en 2023. Et on a pris quand même un plancher de chiffre d'affaires. On ne voulait pas analyser une entreprise qui faisait 100 000 dirhams de chiffre d'affaires et qui est passée à 200 000, ça n'aurait pas eu de sens. On a pris un plancher évidemment de chiffre d'affaires et on a considéré tous les secteurs d'activité, hormis la finance, l'immobilier et le secteur public. Et après ça, on a fait tourner les calculs, calcul très basique, c'est-à-dire qu'on calcule des taux de croissance annuels moyens, et en fonction de ça, on a établi un classement d'entreprises qu'on va vous présenter et que vous allez retrouver dans l'économiste d'aujourd'hui de manière complète. Alors, maintenant, si on rentre, je ne vais pas vous présenter le classement lui-même, je vais vous présenter les grands points de ce classement, l'analyse qu'on peut en faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Déjà, 200 entreprises, les 200 champions de la croissance, 25 milliards de chiffre d'affaires cumulé. Alors vous allez me dire, c'est très peu par rapport à 2000 milliards, ça fait 2%, grosso modo, du chiffre d'affaires global des entreprises. Oui, ça c'est vrai aujourd'hui. Mais rappelez-vous, il y a encore 5 ans, ces entreprises ne faisaient que 2 milliards en cumulé. Ensuite, si on regarde un peu plus dans le détail, donc c'est des entreprises qui, en moyenne, alors même pas, je ne parle pas de moyenne, je parle de médiane, 123 millions de dirhams médian de chiffre d'affaires, avec un taux de croissance quand même annuel moyen de 54%. Imaginez une entreprise qui chaque année augmente son chiffre d'affaires de 50% pendant 5 ans. C'est quand même une performance qui est remarquable. Et ce qui est intéressant de voir, on aurait très bien pu se dire aussi, c'est une entreprise qui a une certaine maturité. Pas du tout. En réalité, c'est des entreprises qui sont jeunes. La plupart, 11 ans, c'est l'ancienneté médiane, mais les premières du classement, en réalité, sont beaucoup plus jeunes. Et donc, on voit que ce sont des entreprises jeunes, dynamiques, qui sont allées très vite en termes de croissance. Et évidemment, les chiffres sont assez parlants, mais j'en parlerai par la suite. D'un point de vue stratégique, c'est très intéressant d'analyser les business plans et les business models qui ont été mis en place. Autre point, et ça, je m'attarderai par la suite, point intéressant, le capital social de démarrage, 2,5 millions. Alors, vous allez me dire, c'est un simple montant, 2,5 millions, mais on va voir qu'effectivement, le capital social est un élément déterminant de la croissance à moyen et long terme, et on va le voir dans les chiffres par la suite. Alors, en termes de répartition de ces 200 entreprises, bon, rien de très nouveau. 75% des entreprises se trouvent sur l'axe Tanger-Casablanca. Casablanca concentre plus de la moitié des entreprises de ce classement. Et en termes de répartition sectorielle, on retrouve le commerce, l'industrie, le BTP, le transport. L'industrie qui surperforme dans ce classement par rapport à sa place globale, par rapport à l'écosystème d'entreprises. La part de l'industrie par rapport à l'ensemble des entreprises est de l'ordre de 10-12%. Elle représente 23% des entreprises du classement, donc clairement elle surperforme par rapport aux entreprises qui ont connu la plus grande croissance. Alors, des secteurs très traditionnels, et en même temps, il n'y a pas besoin non plus d'être une start-up nation, de sortir des choses hyper compliquées pour connaître une croissance importante. L'innovation n'est pas simplement technologique, elle peut être autre, ça peut être une innovation marketing, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un business model qui est performant, c'est tout ça qui peut expliquer ensuite la croissance. Donc on peut être dans un secteur d'activité traditionnel et croître de manière très rapide. Donc là, ça reprend quelques éléments effectivement que je viens d'énoncer. Je rappellerai qu'en 2019, ces 200 entreprises réalisaient à peine 4 milliards cumulés. Elles en faisaient presque 25, 5 ans après, sachant qu'entre les deux, il y a eu quand même la crise Covid. Et que durant la période Covid 2000-2021, ces entreprises ont continué de croître. En tout cas, les 2 tiers de ces entreprises ont continué de croître pendant la période Covid. Ce qui est quand même aussi une performance qu'il faut soulever. Évidemment, le corollaire, c'est aussi une croissance assez rapide, très rapide. En 5 ans, donc on est passé d'un chiffre d'affaires médian 22 millions à 123 millions de chiffre d'affaires médian en 2023. Donc on voit aussi que la croissance est très rapide. Donc des entreprises jeunes et qui croissent très rapidement. Alors, je vais m'attarder un tout petit peu sur cette slide parce que je la trouve très intéressante. En fait, on se pose souvent la question quand on est entrepreneur, quels sont les leviers qui permettent de croître rapidement? On le sait aujourd'hui en matière de création d'entreprise, le capital social médian est de plus ou moins 100 000 dirhams quand on crée une entreprise.
Et on voit que par la suite, la croissance se fait plus lentement, très lentement. On a du mal de passer du statut de TPE à PME, grande entreprise. Ça passe très très lentement. Ces entreprises-là, dès le départ, elles ont mis un montant qui est important. Et on se rend compte que plus le capital social de départ est important, plus l'effet de levier sur le chiffre d'affaires, il y a un effet multiplicateur sur le chiffre d'affaires. Concrètement, si je prends le top 200, le capital social médian était de 1 million en 2019, et avec une croissance du chiffre d'affaires de 54%. Si je prends le top 5, là, le capital social est de 2 millions. Donc, j'ai fait x2 par rapport au capital social médian, mais par contre, j'ai une croissance de 114% par an. Donc, il y a bien un effet de corrélation entre le capital social de démarrage et le chiffre d'affaires. Et non seulement il y a une corrélation, mais il y a aussi un effet multiplicateur. Plus on met un montant important au démarrage et plus l'impact est important sur le chiffre d'affaires. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut tirer globalement? Alors effectivement, j'ai analysé des chiffres, que des chiffres, pas des business models, parce qu'effectivement, rentrer dans le détail de 200 entreprises, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'on le fera un jour, ou qu'on le fera avec Myriam dans le cadre de l'économiste, on pourra rentrer plus dans le détail, mais ce qui ressort quand même malgré tout, parce que les chiffres parfois sont assez révélateurs, c'est quand même, on voit une réflexion qui est forte au niveau du business model qui est construit. Une croissance forte, inclusive. On voit la réflexion, on sent la réflexion stratégique. On voit que ça n'a pas été improvisé. On voit que c'est des entreprises. C'est pas du build-up. C'est pas je mets beaucoup de dettes et puis je commence à racheter plein d'entreprises et puis je construis un groupe en à peine 5 ans. Non, c'est autre chose. C'est une croissance qui repose sur une base saine, sur des fonds propres qui vont croître d'année en année en fonction des résultats nets et de la marge qui s'améliore. C'est pas des sociétés qui vont s'endetter fortement. D'ailleurs, le taux d'endettement de ces entreprises reste relativement bas. Donc, une stratégie financée par un niveau de capitalisation initial qui est relativement fort, important, un endettement soutenable, une rentabilité en cours. On voit quand même, malgré. Alors, on se dit souvent impossible de concilier l'hypercroissance et la rentabilité, c'est vrai. Mais malgré tout, ces entreprises ont réussi à contenir, à améliorer leur marge, en tout cas à être proche du point mort durant les 5 années. On partait de très bas. Et au fur et à mesure, évidemment, le chiffre d'affaires augmentant, les marges augmentant, évidemment, avec un maintien évidemment des charges fixes, tout ça fait que le point mort est atteint au bout de 5 ans. Autre point intéressant, c'est une stratégie qui est axée sur le marché local. On parle d'une croissance locale et pas d'une croissance export. Ce ne sont pas les champions de l'export, ce sont vraiment les champions de la croissance locale. Ce qui prouve que, malgré ce qu'on peut entendre, que le marché marocain est trop petit, qu'on ne peut pas on ne peut pas croître et devenir une grande entreprise sur le marché marocain, ces entreprises prouvent que si. Et c'est intéressant comme concept parce qu'on peut très bien se dire que j'ai un business model, j'ai un produit, je le teste sur le marché marocain, je m'assure qu'il fonctionne, et dans le cas présent, ça fonctionne. Et dans un deuxième temps, prévoir justement l'export et partir à l'export à l'international pour justement vendre mon produit. Voilà, mais si vous voulez plus de détails, évidemment, le numéro de l'économiste aujourd'hui, 25 pages, je pense qu'il y a vraiment tout le détail, le classement, vous retrouverez toute l'analyse dedans, de manière plus complète. Alors, maintenant, l'idée, c'était aussi de parler d'ETI, puisque on a parlé d'ETI, mais finalement, on ne l'a pas défini. Je l'ai brièvement défini, j'ai parlé d'une entreprise qui ferait entre 175 millions et 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Mais ça, c'est ma propre définition. On aurait pu prendre 1 milliard comme on aurait pu prendre 2 milliards. Mais ce n'est pas ça le plus important en réalité. C'est de voir l'importance de ce chaînon manquant aujourd'hui dans l'écosystème d'entreprise. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on met en lumière une catégorie d'entreprise, on lui alloue après des fonds, des programmes, ce que font un certain nombre de pays qui visent justement l'export. Et on voit qu'effectivement, ces entreprises surperforment justement grâce aux aides de l'État. Et pourquoi pas, au niveau du Maroc, faire la même chose, en tout cas identifier ces ETI et faire en sorte que dans 5 ans, ce soit des championnes de l'export et pas simplement des champions de la croissance locale. Parce qu'effectivement, je pense qu'à un moment donné, il y a quand même la taille du marché qui compte, le marché local. Et à mon avis, ce rythme-là, sur du long terme, du 50% annuel sur du long terme, me semble difficilement viable.
Alors, aujourd'hui, j'ai rappelé rapidement aujourd'hui la répartition des entreprises au Maroc. La très très grosse majorité des entreprises, ce sont des TPE. 0,10 millions, c'est 73% des entreprises. Ensuite, on a la PME, dans laquelle aujourd'hui est intégré l'ETI, ce fameux chaînon manquant. On parle de 7,2%, mais on parle plus ou moins de 20 000 sociétés au Maroc aujourd'hui qui sont des PME. Les grandes entreprises, alors elles, c'est celles qui font plus de 175 millions et qui, globalement, je dirais qu'il y en a à peu près entre 1200 et 1500. Alors, maintenant qu'on a plus ou moins identifié ce chaînon manquant, on va voir ce qui se passe à l'étranger. Et c'est assez intéressant. Alors, les pays anglo-saxons, l'ETI, c'est pas trop leur truc. Mais par contre, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon ont spécifiquement identifié des ETI, ont mis en place des définitions précises de ce qu'est l'ETI et ont mis en place des programmes gouvernementaux. Alors, si on prend l'exemple de la France, alors par exemple, 2023, Emmanuel Macron met en place un programme pour créer une étincelle, ETI, étincelle, bon bref, en partant du terme ETI, avec un programme d'allocation de fonds important pour aider ces entreprises. L'Allemagne, évidemment, alors il y a un lien aussi qui est très fort, qui est très intéressant et très fort entre ETI et exportation. La France, si elle a mis en place ce programme, c'est pour aider davantage de PME à exporter. Idem par l'Allemagne avec le Mittelstand. Et le Japon a fait la même chose en 2024 en identifiant des ETI, en mettant un programme spécifique en place. Alors quand on parle d'ETI, on parle de quoi? Au niveau international. Donc évidemment, ce sont des données agrégées. Mais finalement, très peu d'entreprises, tous ces pays-là, par exemple, c'est entre 0,5% et 2% de l'ensemble des entreprises de ces pays. Mais c'est 25 à 35% de la valeur ajoutée et c'est presque 30% de l'investissement privé. Idem pour l'emploi. Donc 0,5% des entreprises, 30% de l'emploi. Voyez en quoi c'est vraiment intéressant et pourquoi il faut mettre le focus sur cette catégorie d'entreprises. C'est ces entreprises qui demain vont apporter ce supplément d'export dont on a besoin. Alors aujourd'hui, effectivement, les programmes nationaux, les plateformes nationales industrielles ont été mis en place, elles fonctionnent très bien, l'automobile, l'aérospatiale, etc., etc. Mais il faut d'autres relais, et ces relais pourraient être portés par ces ETI exportatrices. Alors, au niveau du Maroc, par rapport à la définition que j'ai prise, c'est-à-dire 175 millions, 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires, en 2023, on en avait 800. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quasiment doublé depuis 2010. En 2010, on en avait 400, on est passé à 800 en 2023. Si on rapporte ça au nombre d'entreprises actives, au nombre de sociétés marocaines actives, ça représente grosso modo 0,5%. Non, 0,2%, pardon. Sachant que si on veut atteindre l'objectif de 2%, comme le font aujourd'hui la plupart des pays internationaux, il faudrait qu'on multiplie par 10 le nombre d'entreprises. Il ne faudrait pas qu'on en ait 800, mais 8000. Et finalement, la vraie question, c'est celle-là. C'est, aujourd'hui, on en a 800, très bien. Comment on fait pour en avoir 8000 ? Quels sont les plans, les programmes à mettre en place? Quels sont les fonds à allouer? Bref, il y a beaucoup de questions qui se posent et l'idée, c'est de poser un cadre et de discuter sur ces ETI et comment on fait pour passer de 800 à 8000 dans un horizon qui soit raisonnable, c'est-à-dire on espère 2030, donc il faut s'y prendre assez rapidement. Alors évidemment, l'ETI, alors j'en ai parlé, les impacts ils sont forts en termes d'investissement, d'emploi, de valeur ajoutée. L'investissement privé, aujourd'hui on attend toujours une croissance de cet investissement privé porté par les grandes entreprises, mais les grandes entreprises ne peuvent pas tout faire. Elles ont besoin d'autres catégories d'entreprises dynamiques qui vont aider à porter justement le développement de la part du privé dans les investissements. J'ai cité alors le programme Étincelle lancé par Emmanuel Macron en 2023, donc accompagner les PME stratégiques pour croître davantage et atteindre la taille grande entreprise très rapidement. J'ai parlé du Japon aussi, qui a créé un statut qui s'appelle LME, Leading Medium Enterprise, ou ce que j'appelais moi PME Premium au début.
C'est exactement la même chose. Et le but, c'est de renforcer la compétitivité industrielle du Japon, déjà en identifiant ces entreprises et en les accompagnant pour justement avoir un relais supplémentaire de croissance. Voilà. Alors, place au débat maintenant. J'ai posé le cadre. J'espère que nous aurons des réponses par rapport à comment mettre en place ce projet ambitieux, faire en sorte que ces championnes de la croissance, ces 200 championnes de la croissance deviennent toutes des ETI qui deviendront demain des grandes entreprises. Et pour ça, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on doit discuter, financement, accès au marché, voilà, beaucoup de choses qui doivent être mises sur la table, qui doivent être discutées pour arriver à cet objectif final. Merci beaucoup. Si vous voulez bien, vous pouvez continuer le débat avec moi en tout cas. Vous pouvez animer. Allez-y, prenez place parce que je vais vous garder un petit moment justement pour répondre à quelques questions. Et nous ouvrons à présent tout de suite, mesdames et messieurs, notre premier panel consacré à la thématique PME, TPME et ETI, comment accompagner la montée en puissance des champions nationaux. Un sujet essentiel, bien sûr, comme vous venez de le voir, car la performance de notre économie dépend en grande partie de la capacité de nos entreprises, et en particulier les TPME, à monter en gamme, à se structurer et à se digitaliser et à accéder aux outils financiers et institutionnels qui peuvent accélérer leur croissance. Et nous aurons le privilège d'échanger avec les responsables qui, chacun dans son domaine, contribuent directement au développement et à la compétitivité des entreprises marocaines. Et j'appelle tout de suite pour mon premier panel M. Anwar Alaoui Ismaili, directeur général de Maroc PME, Amine Doueri qui est là, Djouri, et j'appelle tout de suite M. Mohsin Benjeloun, directeur général du CRI Rabat Salé Kenitra. Merci messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger autour d'un débat très intéressant. Je vais pas commencer par un ordre protocolaire, mais je vais prendre tout de suite Amine Djouri, je l'ai bien prononcé cette fois-ci, directeur produits, stratégie et communication Inforisque, parce qu'on aimerait bien, dans la continuité, vous avez donné beaucoup de données, on a besoin aussi d'explications. Alors, c'est des données économiques et financières qui sont devenues, bien sûr, un outil essentiel pour piloter la croissance, les entreprises. Et je voudrais savoir comment vous, Inforisque, vous contribuez à renforcer la transparence et la visibilité des PME, TPME et aussi ETI, que vous avez appelé ETI, afin de faciliter leur accès au financement et au marché aussi, parce que c'est très essentiel pour grandir. Effectivement. Alors, votre question, elle est très intéressante et pertinente. La data, clairement, est un outil de pilotage de l'entreprise. Elle doit aider l'entreprise à prendre la bonne décision au bon moment, que ce soit par rapport à un marché local, par rapport à l'international, l'idée étant d'avoir la bonne data. Maintenant, la bonne data, c'est plus compliqué que cela y paraît. On le sait depuis un certain nombre d'années, la data, l'information, la donnée a explosé. On la trouve partout. Et finalement, si on n'est pas accompagné justement par un expert qui connaît la data, on peut très vite être perdu, on peut travailler avec de la data qui ne sera pas bonne, qui sera erronée. Donc l'idée, c'est quoi dans un premier temps ? C'est évidemment de travailler avec une expertise qui connaît la data, qui la collecte, qui la traite, qui la corrige, qui est capable ensuite de créer des outils d'aide à la décision et qui la met à la disposition de l'entreprise pour justement éviter d'avoir de l'information non fiable dans son système d'information. L'idée étant évidemment d'avoir de l'information fiable le plus possible pour pouvoir la traiter et l'utiliser de manière intelligente. Ensuite, la data, elle ne s'utilise pas comme ça. L'idée, dans une entreprise, et surtout quand on parle de champion de la croissance, c'est, voilà, je fais du chiffre d'affaires aujourd'hui, comment je vais faire pour trouver de nouveaux clients et surtout des nouveaux clients qui vont me payer ? Ce sont deux questions qui sont en réalité essentielles. La data, évidemment, aide à identifier les profils d'entreprise. La data science permet aujourd'hui très facilement d'identifier des entreprises comparables à vos portefeuilles clients et donc vous dire ce sont ces clients-là qui vous intéressent et voilà où elles sont situées et voilà, vous pouvez les prospecter.
C'est ça l'idée. Et puis dans un deuxième temps, la question de la solvabilité. Parce que faire du chiffre d'affaires, c'est bien, mais encaisser ce chiffre d'affaires, c'est encore mieux. Parce qu'après, l'idée de rester avec un encours qui grandit et qui est difficilement recouvrable, ce n'est pas non plus un idéal pour croître. L'idéal, ce serait effectivement de recouvrer assez rapidement son chiffre d'affaires. Et donc pour ça, c'est d'identifier en amont, grâce à la data, d'avoir les bons indicateurs. Donc prendre tout ce qu'on peut avoir comme information, comme type de data financière, data juridique, data retard de paiement, de faire travailler aujourd'hui. Alors il y a des outils très intéressants, l'intelligence artificielle bien évidemment, mais faire travailler via le machine learning. Donc la machine réfléchit, compile un certain nombre d'informations et vous donne finalement un score, une note. Oui, non. Et c'est assez basique un score finalement. C'est blanc ou c'est noir. Blanc, je peux y aller. Noir, je n'y vais pas. Et finalement, c'est des outils très simples qui aident justement l'entreprise, les décideurs, à décider rapidement ce qu'ils doivent faire par rapport à leurs futurs clients, à leurs prospects. Et à leur positionnement également. Exactement. Et je vais donner la parole tout de suite à M. Anouar Alaoui Ismaili, directeur général de Maroc PME. Justement, on a parlé de PME, TPME et cette fameuse ETI, je dirais. Le passage au statut ETI requiert souvent, je dirais, un saut d'investissement. Est-ce que vous, à Maroc PME, vous avez des solutions justement pour faciliter ce cap et ce passage ? Merci d'abord pour l'invitation et merci parce que dès lors où j'ai suivi la data, les chiffres, j'ai été réconforté parce que ça corrobore avec toutes les hypothèses que, en tout cas chez Maroc PME, nous mettons en place. Et ça réconforte aussi notre réflexion par rapport à toutes les solutions qui sont mises en place. Pour répondre à ta question, les solutions, elles sont multiples. Il faut dire que déjà la PME marocaine, elle n'a pas une trajectoire stable. Elle n'a pas de trajectoire stable. Il y a des TPME qui connaissent de la croissance, celles qui stagnent, celles qui connaissent des difficultés. Et c'est ce qui nous donne cette typologie. Et le dernier slide, il est interpellant. La typologie et les segmentations des entreprises, c'est ce qui fait émerger une typologie comme celle qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Effectivement, nous n'avons pas l'appellation ETI au Maroc, mais nous avons communément ce qu'on appelle les entreprises à fort potentiel. Sur quelques jargons plus spécifiques, on intitule ça les gazelles. Et donc, c'est une typologie d'entreprise qui constituera, à mon sens, dans le proche avenir, et elle l'est déjà, mais ça va devenir de plus en plus important, un segment à part de la TPME marocaine, puisque c'est des entreprises qui sont économiquement fiables, qui ont besoin de plus d'accompagnement, davantage d'incitation, mais qui ont besoin surtout d'accompagnement de proximité. Aujourd'hui, ces entreprises montrent leur efficacité dans le tissu économique marocain. Elles sont fiables, elles ont des chiffres d'affaires, mais toutes études confondues, certainement mes amis vont le confirmer, une entreprise accompagnée, elle double très rapidement son chiffre d'affaires. C'est le cas pour toutes les entreprises, je dirais. Toutes les entreprises, petites, moyennes ou grandes, devraient être accompagnées. Devrait être accompagné, effectivement. Des fois, on n'a pas ce réflexe d'aller chercher de l'accompagnement, on est plutôt dans un réflexe d'aller chercher surtout du financement. Les patrons d'entreprise, le 28 du mois, le souci majeur, c'est comment payer les charges, c'est comment payer les collègues et comment aller chercher des parts de marché. Donc on a souvent omission d'aller chercher plutôt de l'accompagnement technique. Mais toutes les études confondues ont montré qu'une entreprise accompagnée, c'est 50% tout de suite du chiffre d'affaires, c'est 2 fois le chiffre d'affaires, c'est 1,5 par rapport aux facteurs de création d'emplois, donc elle double aussi d'effectifs sur les 3 ans à venir. Et donc l'importance de l'accompagnement, elle est cruciale. Elle est L'accompagnement, c'est comme la formation continue.
C'est la même chose. Exact. C'est un accompagnement, c'est de la formation continue, effectivement. Et l'accompagnement, il est à plusieurs registres. Vous avez de l'accompagnement technique, et c'est là où le quotidien de Maroc PME et toute l'expertise qu'elle a accumulée pendant 23 ans avec tous les programmes d'assistance technique qu'elle a mis en œuvre au profit des entreprises. On en a accompagné jusque-là 40 000 PME marocaines, et toutes les statistiques montrent que l'impact de cet accompagnement, il est spectaculaire. D'ailleurs, le dernier slide le montre. Quand on est sur une expertise qui a été avérée et qui a été accompagnée, quand on est sur le registre de l'accès au talent où les ressources humaines sont importantes et névralgiques dans la vie d'une entreprise, tout de suite, le résultat fait que on passe de 50 millions à 150 millions sur les 3 années. Champion. Et on devient champion. Donc, à mon avis, les 5 leviers, c'est Amine, on a montré 3. Et j'insisterai sur le levier export parce que l'internationalisation des entreprises est aujourd'hui un levier exceptionnel, d'où l'importance du programme qu'a mis en place le gouvernement et qui s'intitule le Power Export que Maroc PME va mettre en œuvre dans les jours qui viennent, ce qui permettra effectivement à la PME marocaine de s'internationaliser davantage au bonheur de mon ami qui nous accompagne sur ce sujet, directeur général de la SMEX, avec qui on va être en tandem pour aller effectivement accompagner cette PME marocaine pour aller chercher quelque chose comme 80 milliards de dirhams en potentiel d'exportation, mais effectivement on va leur permettre de s'accroître, mais à l'international, puisque le marché local il est effectivement déterminant, mais un pas à l'international s'avère aussi important pour ces entreprises. Il y a aussi un facteur d'innovation qui est déterminant. Donc, une entreprise qui ne fait pas de l'A&D et de l'innovation un cheval de bataille, c'est une entreprise qui va stagner, certainement, surtout avec la venue de toutes les technologies au niveau international et les marchés internationaux qui sont les donneurs d'ordre et qui sont devenus de plus en plus exigeants, qui sont devenus de plus en plus gourmands par rapport à ces aspects d'innovation. Et nous avons toute la fierté au niveau national de constater qu'il y a des champions nationaux qui sont en train de présenter des projets d'innovation et de recherche de développement qui sont aujourd'hui des fleurons au niveau international. J'ajouterai à ça aussi la partie accès au financement. Et donc toute la difficulté aujourd'hui que vivent la TPME, mais aussi tout l'effort de l'État de pouvoir mettre en place un accès au financement, et ce que nous proposons très prochainement à travers notre nouveau plan stratégique de développement Orbite 2030 que nous avons adopté juillet dernier, c'est des plateformes collaboratives avec j'ai envie de dire, avec une approche multi-acteurs, partenariale, pour pouvoir ramener et accompagner toutes ces TPME à aller chercher des financements, mais à aller réussir cet acte de recherche de financement, parce que des fois il y a des solutions, mais on a du mal à y accéder, à les comprendre déjà, et surtout à faciliter l'accès à ce financement. Et pour finir, il y a l'accès au talent qui aujourd'hui, des fois, on a tendance à ne pas se focaliser là-dessus, mais aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle génération de managers, on a besoin d'un type de talent qui va accompagner tout ce développement que les entreprises connaîtront, mais c'est un sujet qui est aussi important. Si on marie les 5, l'accès au financement, l'accès au talent, l'internationalisation, l'innovation et la croissance verte, qui est aujourd'hui aussi les 5 leviers. Exactement, qui est un levier déterminant. Je pense que c'est des leviers qui vont aider cette PME marocaine de passer d'un stade de PME normale à une TPME Gazelle ou ETI, le sujet de notre discussion. Et c'est ce que ambitionne aujourd'hui Maroc PME à travers ces femmes et ces hommes qui sont présents ici, de mettre en œuvre au profit de cette PME marocaine.
Très bien, vous avez parlé, Anouar, justement de dispositifs. Et je voudrais parler, alors il y a plusieurs dispositifs, bien sûr. Il faudrait aussi l'accès à l'information parce que c'est très, très important pour que les jeunes entrepreneurs ou entreprises en général aient justement accès à l'information et puissent connaître justement ces dispositifs. Et j'aimerais justement me tourner vers vous. C'est Mohsin Benjeloun, directeur général du CRI Rabat Salek Nitra. Justement, je voudrais parler du nouveau dispositif qui a été lancé dernièrement, le nouveau dispositif national dédié aux TPME qui a été lancé depuis Rachidia par le chef de gouvernement et par le ministre de l'Investissement. Et CRI, vous êtes au cœur justement de sa mise en œuvre nationale et territoriale. Comment vous allez justement accompagner concrètement ces TPME de la région pour faciliter, bien entendu, leur accès aux primes, à l'information et à l'accompagnement? Merci pour cette question. Premièrement, je tiens à remercier le groupe Ecomédia et Inforisque pour l'invitation. Concernant en effet ce dispositif TPME, il s'inscrit dans la mise en œuvre des orientations, des hautes orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, pour accompagner l'investissement productif et la mise en œuvre. Donc il y a eu la mise en œuvre de l'achat de l'investissement qu'on connaît en 2023, qui est un outil qui marche très bien, qui commence donc à partir de 50 millions de dirhams jusqu'à sky is the limit en termes de montant d'investissement, en termes d'éligibilité. Donc, et derrière, donc, un investisseur peut avoir jusqu'à 30% de son investissement qui est supporté financièrement par l'État. Donc là, vous allez me dire, oui, mais avant, qu'est-ce qui se passe avant 50 millions de dirhams? D'où justement ce nouveau dispositif TPME. Et je tiens sincèrement à rendre hommage aux collègues du ministère du Tutelle qui ont fait un gros travail pour la mise en œuvre de ce dispositif, bien entendu avec les autres départements. Donc pour présenter ce dispositif TPME, donc c'est un dispositif qui concerne donc les investissements entre 1 et 50 millions de dirhams. Donc pour être éligible, c'est une entreprise, on est en plein dans le cœur du sujet, hein. C'est une PME, donc c'est une entreprise qui doit réaliser maximum 200 millions de dirhams de chiffre d'affaires et il faut un minimum de 10% de fonds propres et réaliser son projet dans le cadre qui rentre dans le cadre des projets qui sont prioritaires par région. Ça, c'est les conditions d'éligibilité. Pour ce faire, donc ensuite, l'investisseur peut également, donc le porteur de projet, donc peut bénéficier dans ce cadre d'une aide financière de l'État qui peut aller jusqu'à 30% de son investissement selon 3 critères. Le premier critère, c'est le ratio emploi, parce qu'il faut avoir un ratio emploi minimum de 1,5. Autrement dit, j'ai un investissement de 10 millions de dirhams, il faut que je crée 15 emplois. Dans le tourisme, c'est 1. Parce qu'en effet, le ratio est un peu plus faible, donc autrement dit, j'ai 10 millions de dirhams, je crée 10 emplois. Deuxièmement, la deuxième prime concerne la territorialité, puisqu'en effet, on va avoir des secteurs, en l'occurrence, par exemple, je vais parler directement par la région que je représente. Par exemple, les régions d'El Khmissat, les provinces, d'El Khmissat, Sla, Sidi Slimane, Sidi Qassem, elles ont déjà de facto 10% de prime. D'autres provinces au Maroc ont jusqu'à 15% de prime. C'est pour aller justement vers les zones reculées un petit peu, vers des villes qui étaient jusque-là oubliées, et pour ne pas rester sur l'axe Tanger, Casa. Et voilà. Ça va clairement également dans la mise en œuvre des orientations de Sa Majesté. Les 2 derniers discours sont très forts et vont dans ce sens. On ne veut plus d'un Maroc à 2 vitesses. On veut vraiment réduire les disparités entre les territoires. Ce dispositif également territorial existait précédemment, mais actuellement, il est encore renforcé justement dans ce dispositif des PME. Et puis également, donc, il y a également, en fonction des activités, il y a également une prime qui va à 10%. Donc sur ce fait, dans ce cadre, un investisseur peut prétendre jusqu'à 30% de son investissement qui est supporté financièrement par l'État. En grosso modo, donc ça c'est d'une part. Les CRI, en effet, sont au cœur du dispositif d'un point de vue au moins réglementaire, parce que ce sont les commissions. C'est un outil, alhamdoulilah, qui marche très bien, puisqu'il a été créé avec la réforme des CRI en 2019. Ce sont les commissions régionales unifiées d'investissement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je réunis tout le monde autour de la table. On réunit tout le monde autour de la table, toutes les parties concernées, et on décide. C'est comme ça que ça se passe. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, au regard de la loi, bien entendu, c'est très important, et au regard de la qualité du dossier. Et c'est également ce mécanisme qui va être mis en place pour ce dossier justement des TPME, sachant que bien entendu, compte tenu du volume, parce qu'on commence déjà à avoir des demandes, il ne s'agira pas à chaque fois il s'agira de travailler sur des dossiers suffisamment qualitatifs en amont, comme ça, lorsqu'ils passent en commission,
il va pouvoir passer. Là, d'où le point, d'où votre question. D'abord, j'ai fait une petite... en effet, j'ai pris du temps, mais d'où votre question. Comment c'est important accompagner pour l'accès à l'information. on est Voilà, là, justement. exactement. C'est ça le plus important, parce que la finalité, c'est pas le passage en commission. Le plus important, le travail le plus important qui va se faire, c'est la qualité du dossier en amont. Et donc, pour ce faire... Donc, les CRI du manière générale et le CRI Rabat Salé Kenitra aujourd'hui travaillent dans ce sens selon 3 axes pour ce dispositif TPME. D'une part, proximité. Deuxièmement, communication. Troisièmement, simplification. Qu'est-ce que je veux dire pour proximité? C'est qu'en effet, on va mettre en place, elle démarre, Inch'Allah, la semaine prochaine, une caravane régionale qui va parcourir toutes les provinces des provinces concernées, donc de la région. Et l'idée derrière, donc, c'est d'aller vers les porteurs de projets, bien entendu en coordination avec les gestionnaires du territoire, les gouverneurs, les différents services extérieurs. C'est normal, parce que c'est pour pouvoir fédérer, ramasser tout le monde, et à partir de là, accompagner et présenter. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, communiquer. On a également des campagnes de communication. Ça, par exemple, ma présence ici, ça fait partie également de ce cadre. C'est de parler de ce dispositif. D'ailleurs, je réalisais hier à titre anecdotique, hier j'étais en commission, je présidais une commission pour l'attribution de foncier industriel. On avait un très beau projet, un investisseur qui avait un très beau projet, 13 millions de dirhams, une vingtaine de créations d'emplois, donc on était en plein dedans. Je lui ai posé la question sur le dispositif TPE, il me dit ouais, je sais pas trop, je suis pas au courant. C'est là on réalise qu'on doit encore communiquer beaucoup plus, donc on renforce notre communication à ce sujet. Et troisièmement, simplification. L'objectif, justement, c'est qu'on puisse les préparer, les accompagner en amont, les porteurs de projets, pour bien sûr leur expliquer bien sûr la réglementation, vérifier l'éligibilité en amont, faire des séances de travail avec eux pour déterminer le montant des primes. Voilà, pour que la CRUI soit au final une formalité. Donc c'est tout le travail, c'est la préparation qui est le plus important. Et bien entendu, après, le projet ne s'arrête pas juste à la CRUI ou la déterminer le OK, c'est de l'accompagner derrière également pour la réalisation de son projet. Donc c'est vraiment dans ce sens. Donc d'une part, je vous ai expliqué donc rapidement ce dispositif, et d'autre part, comme je disais, c'est proximité, communication, simplification. C'est vraiment les 3 axes du CRI actuellement pour TPME. On les rajoutera sur les 5 piliers, ça va nous faire 8 jusqu'à ce qu'on arrive à 10, je dirais, les 10 commandements. Alors, c'est Anouar Ismaili, vous avez parlé justement de cette montée en puissance des ETI ou PME ou TPME. Je voudrais savoir, la montée en puissance justement de ces champions qu'on appellera champions nationaux nécessite souvent un renforcement de gouvernance, de l'innovation et de la productivité aussi. Comment Maroc PME peut aujourd'hui accompagner concrètement les entreprises dans ces transformations stratégiques? Vous avez parlé tout à l'heure aussi de la digitalisation qui est là. On la vit aujourd'hui. Déjà, je ne peux pas m'empêcher pour dire deux mots par rapport au dispositif, parce que moi, je trouve que aujourd'hui, c'est une chance inédite à travers ce dispositif pour la TPME marocaine. Toutes les incitations que l'État a mis en place à travers ce dispositif tendent vers un accompagnement d'abord personnalisé, une territorialisation de l'action de l'État, tout en mettant le curseur sur des territoires qui jusque-là étaient pas trop desservis et exposés aux incitations. Et surtout, un acteur central qui sont les CRI, et j'ai envie de dire un tandem, puisque nous accompagnons cette dynamique à travers toute notre expertise d'assistance technique qu'on va apporter au dispositif au CRI, mais aussi à toutes les TPME qui vont en bénéficier. Et c'est un appel à cette TPME marocaine, puisqu'on a parlé d'accès à l'information. Aujourd'hui, tous les canaux sont disponibles, mais il faut aussi un effort de la part de la TPME marocaine pour aller chercher cette information et pour aller au moins recueillir toutes ces informations qu'on va leur dire. Et je pense que le MICEP a déclenché une caravane qui est en train de sillonner l'ensemble du territoire, et je pense que cette caravane va permettre d'une manière très proche de cette PME de pouvoir expliquer
les tenants et les aboutissants du dispositif, mais pas que, aussi tout ce que les CRI peuvent mettre à la disposition de ces entreprises. Et donc, je pense qu'on aura des années prometteuses, j'ai envie de dire, pour ces TPME marocaines. Maintenant, comment Maroc PME va matérialiser tout ça? Déjà, à travers notre programme historique d'assistance technique, donc nous reposons effectivement sur un parterre assez garni d'experts, à travers des cabinets spécialisés, d'experts chevronnés que nous mettons à la disposition de cette PME marocaine et de cette TPME marocaine pour pouvoir, effectivement, nous avons vu que l'aspect expertise est névralgique pour une entreprise, pour pouvoir passer d'un cap à un autre. C'est vrai, il y a de l'effort de l'entreprise, mais il y a aussi besoin d'une expertise pointue sur des données et sur des sujets, pour ne citer que la croissance verte, pour ne citer que l'internationalisation et l'export, et la digitalisation. Ça ne se fera qu'à travers un accompagnement spécifique. Et donc tout ce que Maroc PME a capitalisé lors des 23 ans d'exercice, le met au profit de ces entreprises, moyennant des incitations qui peuvent couvrir jusqu'à 90% des frais de cette expertise. Donc on continuera à le faire, mais pas que. Nous avons proposé un cadre stratégique opérationnel avec des dispositifs innovants que nous sommes en train de finaliser avec les équipes de monsieur le chef de gouvernement, et que nous allons très très prochainement, j'espère, Inch'Allah, pouvoir mettre en œuvre, qui attaqueront les segments, surtout que c'est Amine en a parlé tout à l'heure, qui permettront déjà à ces ETI ou à ces gazelles de pouvoir émerger, et aussi de pouvoir accompagner en amont les problématiques telles que de la restructuration des entreprises. Nous sommes conscients de ce que vit la TPME marocaine à travers les différentes conjonctures économiques que nous avons vécues depuis les fameuses 2019 Covid, passant par l'inflation, passant par les difficultés économiques au niveau des marchés internationaux. Et donc, il y a un vrai sujet de croissance et d'accompagnement, mais on accompagnera aussi des sujets comme de la résilience, de la compétitivité, des sujets comme la transmission, et tout ça sera, Inch'Allah, j'espère, opérationnel à travers notre nouveau plan stratégique de développement que nous souhaiterons peut-être, Inch'Allah, dans les jours qui viennent, pouvoir les mettre en œuvre. Justement, juste une précision, ou bien juste rajouter pour le public aussi, que si on bénéficie du dispositif TPME, toutes les entreprises peuvent aussi cumuler les primes du territoire et aussi l'assistance technique et tout ça. Voilà, on peut jongler entre le dispositif TPME et aussi bénéficier de l'assistance et autres, je dirais, dispositifs qui sont en place. Pas pour rien, j'ai dit que c'est une occasion inédite pour la TPME, exact, puisque le dispositif permet des incitations, mais pas que. Il y a aussi tout ce que Maroc PME peut mettre à la disposition des entreprises. Et je pense le sigma de ces incitations, c'est quelque chose qui est consistant en termes de millions de dirhams pour pouvoir accompagner ces TPME et faire émerger surtout des ETI qui peut-être demain seront le socle de notre économie marocaine. En tout cas, c'est une catégorie qui mérite d'être accompagnée, une catégorie qui contribuera certainement à l'essor économique du pays, puisque nous avons des champions aujourd'hui nationaux que nous devons accompagner, qui nous devront aussi permettre de mieux s'accroître, que ce soit au niveau local
au niveau international. Et bien sûr aussi, l'AMDIE, je pourrais dire, accompagne aussi plusieurs entreprises vers l'export. Il y en a vraiment des exemples très très pertinents d'entreprises marocaines, 100% le Made in Morocco, que justement le ministère de l'Industrie aussi a lancé dernièrement pour pouvoir exporter sereinement. C'est Mohsin Moudjeloun, directeur général du CRI Rabat Salek Nitra. Justement, c'est Anouar Alaoui a parlé justement de ce dispositif, de l'accompagnement aussi côté expertise de Maroc PME. Et je voudrais savoir aussi l'un des objectifs majeurs, on le sait, du dispositif TPME est de rapprocher, comme vous l'avez bien dit, le soutien de l'entrepreneur et d'assurer une présence aussi sur le terrain, d'où les caravanes justement qui sillonneront toutes les régions, je dirais, et provinces et préfectures du royaume. Comment vous allez justement, parce qu'on a besoin d'informations, on a besoin d'orientation, de sélection de projets, de suivi, comme vous l'avez dit, quelles sont justement les attentes, je dirais, d'après vous, de ces régions? Les régions, je dirais, lointaines, reculées, qui ne sont pas aussi informées que les grandes régions. Comment vous pouvez justement les accompagner? Quelles sont leurs attentes, sachant qu'aujourd'hui, le CRI, il peut être guichet unique pour ce dispositif? L'attente, leur première attente, je vais vous dire, quelquefois, malheureusement, ils n'en ont pas, parce qu'ils ne sont même pas au courant. Donc, le besoin, il y a un besoin, mais ils ne savent pas comment l'exprimer parce qu'ils ne sont pas au courant. Donc, d'où l'intérêt, en effet, de cette caravane qui est lancée, en effet, au niveau national. Et chaque série, en effet, la déploie au niveau régional. Il le fait, comme je l'ai dit, avec tous les acteurs. Il ne le fait pas tout seul, avec les différents départements, les différentes banques, les différents ordres, les différentes organisations professionnelles, et bien entendu en concertation avec les acteurs du territoire pour pouvoir aller à la rencontre, pour informer, présenter le dispositif d'une part, mais également sur place, échanger avec les porteurs de projets, les écouter et organiser des ateliers dédiés sur place pour analyser leurs projets avec les éléments dont ils disposent, voire éventuellement ensuite organiser une session de travail après. L'objectif, c'est que le porteur du projet, il doit se concentrer sur son projet, pas sur ça. Il doit se concentrer sur la réalisation de son projet. Qui se disent, voilà, je peux avoir jusqu'à 30%. Vous avez votre BP, vous avez etc. C'est quelque chose qui va venir en plus, qui va vous aider. On va vous accompagner sur ça. On va donc, lorsqu'on va aller les voir, on va calculer avec eux leurs primes. Bien sûr, l'éligibilité, déterminer l'éligibilité du projet, calculer avec eux leurs primes. Et à partir de pointer avec eux tous les documents qu'ils ont ou qu'ils auront. Et les secteurs aussi. Bien entendu, les secteurs, ça rentre également dans l'éligibilité. Les secteurs qui sont éligibles, et à partir de là, préparer avec eux le dossier qui va être déposé sur la plateforme CRI Invest, dans la pure digitalisation, qui ensuite sera instruit au niveau du CRI, qui sera dispatché par voie électronique à les différents membres en vue de la commission. Donc l'objectif vraiment, c'est d'aller les voir pour faire tout ce travail préparatoire, informer déjà, c'est très important, informer de l'existence de ce dispositif, le promouvoir et travailler avec eux séance tenante pour préparer, soit en vue d'une autre séance de travail, bien entendu, ça ne peut pas se faire d'un coup, mais en vue par la suite donc du passage en commission. Très bien. Si vous avez quelque chose à rajouter, je ferai un dernier tour de table. Si Anouar Alaoui Ismaili. Je voudrais juste revenir sur l'aspect des secteurs, l'approche sectorielle, pour rappeler que c'est une approche aujourd'hui qui a montré son efficacité. Et nous avons le plaisir à Maroc PME d'accompagner cette stratégie et de mettre en œuvre des programmes sectoriels qui aujourd'hui, les résultats sont spectaculaires, puisque les chiffres en témoignent, puisque quand on permet à un secteur un accompagnement personnalisé à travers la mise en place de l'expertise, l'information, les incitations, l'accompagnement financier à travers des incitations, mais des incitations à fort impact. En venant aujourd'hui, en venant tout à l'heure et en écoutant vos collègues de la Radio Atlantique, il y avait quelqu'un qui parlait de l'importance des programmes qui permettent des incitations,
mais qui mettait le curseur et il disait le parent pauvre de toutes ces initiatives, c'est de l'accompagnement. Et donc, effectivement, quand on marie l'accompagnement avec des incitations financières, des programmes comme Go Siyaha sur le secteur du tourisme ont montré, quand on fait marier ces deux facteurs et quand l'entreprise a l'envie effectivement d'être à la fois accompagnée financièrement, mais qu'elle s'ouvre sur la partie expertise technique, elle a tout de suite toutes les chances de réussir, de progresser, de réussir et même de pouvoir accroître d'une manière spectaculaire sur les 2 années. D'ailleurs, les chiffres l'ont montré. Ça passe du 50 à 150% au bout de 2 ans, ce qui est formidable. Dans un secteur comme la logistique que nous allons déployer à partir de la semaine prochaine, il y a tout un programme effectivement qui a été conçu dans la même logique. Et déjà en préparation, les acteurs de la logistique disent qu'effectivement, on a toutes les chances avec de l'accompagnement et de l'assistance technique de pouvoir régler nos problèmes qui ne sont pas que d'ordre financier, mais qui sont aussi qui ont attrait à de la gestion, à du management, à de la digitalisation. Exactement. Orientation aussi. Exactement. Et donc, moi, je pense que les approches sectorielles sont importantes et c'est pour ça le dispositif a mis une liste de secteurs prioritaires qui, à mon sens, devront, Inch'Allah, apporter des fruits en termes de réalisation très, très bientôt. Amine, vous voulez rajouter quelque chose ? Écoutez, tout a été dit, bien dit. On a parlé des fameux 8 commandements, on a parlé de financement, on a parlé de plans gouvernementaux, on a parlé de data. Voilà, et je me suis dit que peut-être le 10e commandement, c'est aussi la digitalisation de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est une obligation que l'entreprise soit digitalisée, parce que toute cette information aujourd'hui disponible, à un moment donné, elle doit se répandre dans l'entreprise, elle doit se répandre auprès des décideurs, ceux qui doivent prendre des décisions, et elles ne peuvent se prendre qu'à travers des plateformes digitales, justement, où est concentrée toute cette information disponible, où toute la matière grise est analysée, calculée, où tous les indicateurs pertinents sont disponibles pour l'entreprise. Et c'est, à mon avis, un des outils qui va de pair avec la data, qui va permettre justement à l'entreprise d'atteindre ses objectifs, de croître, de faire du chiffre d'affaires et demain de devenir une ETI, voire une GE plus tard. Moi, j'aurais 2 petites questions, une à M. Anwar Alaoui et une à M. Benjeloun du CERI. Alors, dans cette logique de levier, d'accélération et de croissance, de montée en puissance des PME, vous avez signé récemment des conventions lors de la journée de l'industrie. On en avait parlé, vous et moi, mais pas avec beaucoup de détails à l'époque parce que c'était pas encore acté. Donc j'ai vu vous avez mis le focus sur certains secteurs d'activité qui n'existaient pas avant, qui sont émergents, notamment le gaming, le tooling, l'outillage, la machinerie, l'automatisme, le digital, la logistique, le tourisme. Alors comment vous voyez l'accélération? Parce que le financement c'est bien, l'accompagnement c'est bien, mais il y a la conjoncture et des facteurs exogènes. Comment vous comptez accélérer cette montée en puissance dans des secteurs aussi pointus et où on n'a pas vraiment une maîtrise, une expertise? Par exemple, le gaming, c'est tout récent. Pour M. Benjeloun, ma question, c'est que votre région est très bien lotie. Bon, on voit que l'axe Casablanca, Rabat, Tanger, c'est l'axe qui concentre le plus d'entreprises. Alors aujourd'hui, le défi, le challenge, c'est bien d'avoir des entreprises dans l'automobile à Kenitra, c'est bien d'avoir le service à Rabat et d'avoir du textile à Salé, mais il faut aller au-delà. Comment arroser l'arrière-pays, sachant qu'il y a de nouveaux secteurs qui émergent, notamment le gaming, et comment faire en sorte à ce que la répartition territoriale et inclusive soit le plus équitable possible sur l'ensemble de la région. Merci. Zdiamine, il insiste sur les secteurs. Sur les secteurs, et tant mieux, effectivement. Vous avez été témoin, c'est Amine, de la signature d'une importante convention lors des Journées nationales de l'industrie. Effectivement, le but était
d'accompagner. Le ministère et son bras opérationnel, qui est Maroc PME, de l'industrie du commerce, qui est son bras opérationnel, sont à l'écoute de l'économie nationale. Aujourd'hui, on est tous unanimement d'accord que le gaming est un secteur qui est émergent, qui émerge d'une manière spectaculaire d'ailleurs. Nous avons vu, d'ailleurs même dans cet aspect de gaming, il y a une fédération marocaine royale de jeux électroniques qui s'est mise en place et à la tête mon ami Hicham Khlifi qui fait un formidable travail que je salue au passage. Et donc l'importance de nous avons même vu des startups marocaines qui sont en train de se positionner à l'échelon mondial et qui deviennent des champions de ce secteur de gaming. On ne peut pas s'en passer et ne peut pas nous préserver le droit de ne pas accompagner ce secteur, d'où la fameuse convention qui a été signée au GNI. C'est pour pouvoir effectivement mettre en place de l'incitation pour ce secteur, pour pouvoir accompagner l'innovation surtout dans ce secteur. Et nous avons alloué un budget qui est important, qui va permettre effectivement à travers cet accompagnement à ce secteur, d'abord de se faire accompagner par de l'expertise pointue, puisque quand on parle de recherche et développement et d'innovation, on ne parle pas de quelque chose qui est tout simple dans une entreprise. On parle d'un département, d'aller chercher de l'expertise, d'aller chercher des certifications, d'aller chercher des brevets, même au niveau international. Et donc, pour permettre à ces startups et à ces entreprises PME qui vont se lancer dans ce secteur, leur permettre de pouvoir se faire et pouvoir aller chercher cette expertise. On va d'abord les accompagner avec des incitations, avec de l'appui financier, mais aussi, pas que, mais aussi à travers de l'assistance technique par des spécialistes connus, reconnus, pour leur permettre effectivement dans ce secteur d'aller se confirmer et d'aller produire des choses qui, à mon sens, feront parler d'eux dans les 2 ou 3 prochaines années à venir, parce que déjà on commence à voir, on a deux ou 3 startups aujourd'hui qui ont conçu des jeux, je ne vous apprends rien du tout, qui sont utilisés au niveau mondial. Les Roblox, les machine learn, c'est des jeux qui aujourd'hui ont commencé avec des petites startups qui aujourd'hui, avec de l'effort d'accompagnement financier, aujourd'hui sont devenus des mastodontes au niveau international. Nous avons tous des enfants et ces mots nous sont très familiers au niveau des familles. Et donc, on ne pouvait pas ne pas accompagner ce secteur. Et donc, ce fonds qui fait partie du grand fonds FSI, soutien à l'innovation, va permettre à travers le montant qui a été dédié, qui est important, pour pouvoir permettre à ces startups, à ces jeunes entreprises qui vont opérer dans le gaming, de pouvoir, Inch'Allah, bihawlillah, émerger et pourquoi pas devenir des ETI demain des champions proches. En tout cas, je suis sûre que Amin Rboub vous appellera tout à l'heure C'est pour sûr, avoir plus de sûr, détails, c'est sûr. D'ailleurs, qu'on salue beaucoup et je vous demande de l'applaudir parce qu'il fait Merci un bon beaucoup, travail. Amin Rboub. Grand journaliste, reporter de l'Économiste. De toute façon, vous aurez au moins 1 heure à 2 heures de discussion autour des secteurs. Voilà. Et c'est Mohsin Menjeloun aussi. Ne vous inquiétez pas. Il fera le tour. Allez-y pour la question. Merci pour votre question. Bon, déjà, je vais me permettre d'être direct. Réduire la région Sabah Salé-Kenitra de l'automobile à Kenitra et du service à Rabat, c'est assez réducteur. Aujourd'hui, il y a des activités d'agroalimentaire, du textile. On doit bien entendu diversifier, parce qu'en effet, aujourd'hui, il y a un flagship qui est Stellantis avec tous des écosystèmes. Si vous pouvez juste le micro, qui soit juste un petit peu beaucoup plus... Avec bien entendu qui vient à l'esprit. Alhamdoulilah, la région aujourd'hui, c'est devenu un first to mind pour un investisseur lorsqu'il veut s'installer dans une région. Alors qu'avant, on était vraiment, Allah yakhlikum, un investisseur qui est étranger. La création d'emplois, montant d'investissement, l'intégration locale.
Qu'est-ce que vous allez créer comme valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous allez apporter comme valeur ajoutée supplémentaire? Et pas juste refaire ce qui était déjà fait ou la profiter du fait qu'on a des accords de libre-échange grâce à la vision de Sa Majesté avec 3 milliards de consommateurs dans le monde. C'est vraiment pas ça. Maintenant, oui, bien sûr, il faut se diversifier parce qu'il n'y a pas que ces secteurs. Et encore une fois, il y a le sujet des territoires qui est très important, qui est fondamental. Le CRI vient de passer son conseil d'administration le mi-octobre. Et aujourd'hui, les collègues, on a travaillé tous ensemble sur la stratégie, le plan d'action. La vision, c'est clairement diversification et territoire. Ce sont les deux points sur lesquels on s'est focalisé. Diversification, c'est continuer sur la dynamique qui est déjà enclenchée, parce que, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a par exemple de grosses opérations, de gros projets de textiles qui sont répartis entre la région plutôt Srerat et Fès, avec c'est un partenaire stratégique Sunrise. La convention a été signée devant monsieur le chef du gouvernement vers mars de mémoire, donc avec plus de 5000 emplois à la créer. Sunrise, c'est un leader mondial du textile, justement, donc ça va dans ce sens de diversification, d'une part, et d'autre part, Gotion, la gigafactory de batterie, ça c'est qui est en effet en extension d'Atlantic Free Zone, c'est gigantesque. Et ça, curieusement, c'est pas que de l'automobile. Pourquoi? Parce qu'en effet, on se dit, voilà, batterie automobile. Mais c'est très différent. Un constructeur automobile, c'est lui qui commande la chaîne de valeur. C'était important, c'est un travail qui a été fait au niveau de l'équipe en centrale. C'est un travail qui a été fait d'attirer Gotion, et bien entendu, là, après on a travaillé avec eux, on les accompagne au quotidien. C'est un projet, c'est 5 fois Renault Gotion, pour vous dire. C'est la première phase, c'est 1,5 milliard d'euros. Les phases suivantes, c'est je me rappelle plus, mais ça soit du 4 et quelques milliards d'euros. Donc, dans la chaîne de valeur de l'électrique, c'est le fabricant de la batterie électrique qui commande. Donc, et ça va vraiment dans le sens de la diversification, et on accompagne en effet Gotion dans ce sens. Et on continue. Ça, c'est d'une part concernant la diversification. Bien entendu, on travaille également sur d'autres secteurs pour monter des écosystèmes sur place. C'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. C'est vraiment à chaque fois écosystème. Ça, c'est d'une part. D'autre part, sur les territoires, convaincre un très gros industriel de venir s'installer dans un territoire à l'intérieur, c'est pas évident. Parce qu'il faut, alhamdoulilah, il y a l'infrastructure, il y a une montée en puissance. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir ce dispositif TPME. Parce que, et ça je me rappelle, je n'oublierai jamais ce qu'il a dit, c'était le président Tijeli Wafabank, lorsqu'on était à l'événement de dispositif, il a dit, la TPME avant, c'est la grande entreprise aujourd'hui. Donc on doit l'accompagner. Et c'est ça, justement, pour réduire et accompagner justement l'essor des territoires, c'est d'abord se concentrer sur ce tissu de TPME, et c'est là vraiment le plus important pour nous, la priorité aujourd'hui. Je vais prendre une dernière question de madame, si on peut lui donner le micro, s'il vous plaît. Merci. Ma question, elle émane de l'analyse, et après elle s'adresse à Maroc PME et au CIRI. Cette histoire de capitalisation. C'est-à-dire le fait que le capital de l'entreprise influe beaucoup sur son niveau de croissance m'a beaucoup interpellée et nous propose donc une nouvelle grille de lecture. Je me posais la question parce qu'aujourd'hui, ces moments de réflexion, c'est eux qui nous permettent à nous tous de sortir du cadre et de penser l'entreprise et l'investissement autrement. La charte de l'investissement, aujourd'hui, elle couvre une grande partie des entreprises qui ont été décrites donc dans la présentation. Cette capitalisation, est-ce que aujourd'hui, entre le CIRI et la nouvelle charte d'investissement, Maroc PME et probablement Tamwil qu'on aurait peut-être aimé entendre, mais vous pouvez, je pense, parler pour eux. Ils seront là de toute façon, voilà. On les aura. Donc aujourd'hui, cette capitalisation, comment l'assurer à l'entreprise, à la petite et à la moyenne entreprise pour qu'elle puisse enregistrer cette croissance? C'est une vraie question. Aujourd'hui, on parle de la TPME comme le tissu qui occupe le plus de 90% de l'entreprise marocaine. Et comment la faire accélérer? Donc aujourd'hui, la TPME, on est en train de trouver
trouver des solutions, mais il faut justement qu'elles s'accélèrent pour qu'elles déversent dans un autre type d'entreprise. Je voudrais juste savoir, parce que c'est à chaud quand même, et cette présentation, je vous félicite, Ecomédia et Inforisque, pour l'analyse. La grille de lecture, elle est magnifique, elle va nous permettre à tous de fonctionner dessus, de réfléchir dessus autrement. Donc, comment capitaliser? Si le secret de la croissance, c'est la capitalisation, comment aujourd'hui une petite entreprise qui en création, qui s'adresse au CIRI, peut être conseillée pour faire plus et mieux, et comment les fonds d'investissement peut-être peuvent intervenir pour contribuer à cette capitalisation. Merci beaucoup et félicitations encore pour ce bon moment. Vous, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre question. En effet, avant de rejoindre le CRI, j'ai passé plus d'une vingtaine d'années dans le privé. Et le principal sujet, c'est la sous-capitalisation des entreprises marocaines. C'est un vrai sujet. Parce que j'avais travaillé dans pas mal de boîtes, et à chaque fois, ce développement était freiné par la sous-capitalisation. Une boîte qui avait un patron, un manager qui était excellent au niveau commercial, qui à chaque fois réussissait à avoir de nouveaux marchés, mais il était freiné justement par son capital. Aujourd'hui, encore une fois, je vais être direct. On parle de sous-capitalisation. Si on parle de sous-capitalisation, là, on a un outil qui vient compléter ça. C'est pas de la dette. C'est l'État qui vous dit, voilà, je te donne un cashback. Tu réalises 50%. Tout ce que je te demande, c'est que tu aies 10% de fonds propres. Elle dit, par contre, il faut quand même un minimum. Elle dit, concrètement, sur 1 million de dirhams, sur 100 000 dirhams. 100 000 dirhams, je te mets jusqu'à 30%. Tu dépenses 50% de ton CAPEX à 50%. Tu complètes ton engagement en termes de création d'emplois à 50%. Ça, c'est un pur soutien à la sous-capitalisation. Vraiment, ça va vraiment dans ce sens. Ça va vraiment c'est des quasi-fonds propres. C'est des quasi-fonds propres. Parce qu'il ne doit pas les rembourser. Il doit tenir ses engagements. Et bien entendu, puisqu'on parle d'argent public, bien entendu, les CRI et les différents membres des commissions seront très regardants sur l'usage et le respect des engagements et le respect des conventions qui seront signées par M. Louali, par le CRI, les différents départements et l'investisseur. Donc, je pense... C'est Anouar Ismaili. Moi, je voudrais dire que l'État, à travers ce dispositif, a ramené une réponse économique à ce problème de sous-capitalisation. C'est pas pour rien qu'on a décidé de rassembler toutes les incitations au niveau du CAPEX et de le domicilier au niveau de ce dispositif, et que les CRI puissent octroyer ce genre de primes, parce que, in fine, on a tous compris que c'est un problème de sous-capitalisation, mais le problème aussi, c'est comment pousser les entreprises sérieuses, effectivement, qui vont mettre de l'argent pour investir, comment les accompagner pour qu'ils puissent, à travers encore cette incitation sur le CAPEX, pouvoir réaliser des choses sur lesquelles elle s'est engagée. Parce qu'on a vécu, pour parler très franc, on a vécu des expériences où même avec des incitations sur le CAPEX, ça ne donnait rien du tout, parce que ça a été réutilisé, réaffecté pour des choses qui vont, sauf pour l'entreprise et le capital. Adossé à ça, tout l'effort des fonds d'investissement privés qui se mettent en place aujourd'hui. Vous avez le fonds Mohamed VI qui est en train de faire un excellent travail, qui parlait du private equity il y a quelques années. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, on a tous les leviers. On a tous les leviers qui sont mis à la disposition de ces TPME pour pouvoir effectivement régler cette histoire de sous-capitalisation, mais pour pouvoir aussi franchir le cap et passer d'un cap d'une TPME normale au deuxième cap d'une ETI ou d'une gazelle qui certainement serait productive. Et moi, j'ai parlé des nouveaux programmes et des nouveaux dispositifs qu'on est en train de discuter. Certainement, dans les semaines qui viennent, vous aurez vent de ce que nous sommes en train, et nous ramenons aussi un programme dédié à ce genre d'entreprise qui va accompagner toute la dynamique
que le dispositif va permettre en place pour accompagner cette incitation des CAPEX pour régler le problème de sous-capitalisation, mais aussi qui va permettre à ces entreprises d'être dans des plateformes collaboratives. On va faire le link entre tous les partenaires qui vont permettre à ces entreprises effectivement de trouver leur bonheur à travers toutes les initiatives privées. Merci en tout cas, merci pour vous d'avoir répondu présent, merci pour ces éclairages, merci à vous.